Bonjour à tous, alors cette semaine on se retrouve chez S Automobile, la concession Peugeot de Charleville-Mézières et on a la chance, ils nous prêtent la i3008. Il n'y a pas si longtemps que ça on a fait la Scénic E-Tech, et bien cette fois on fait la i3008 et en plus la petite chance c'est qu'ils nous la prêtent pour la journée complète. Donc je vais pouvoir vous en faire deux vidéos. Une première comme d'habitude où on va faire ce qu'on fait d'habitude, un petit tour global de la voiture. Et puis je vous en ferai une deuxième vidéo où on ira sur un petit trajet et en même temps comme ça je vous ferai découvrir ma région, les Nord-Ardennes, en se baladant un petit peu de Charleville-Mézières jusqu'à Givet. Et ça vous allez voir, c'est un petit coin très sympathique. Bref, ici on est parti, on part avec l'i3008, finition GT. On a une bonne batterie, on a une bonne autonomie, une finition qui a l'air pas mal du tout. Allez, c'est parti. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors nous voilà arrivés à Givet. Donc derrière moi, on a le Fort Charlemont et puis on a la Meuse. Et alors de l'autre côté de la Meuse, c'est tout le centre-ville, le vieux centre-ville de Givet, la ville française la plus au nord du pays et qui rentre même carrément dans la Belgique. Mais on est ici pour parler du i3008. Alors i3008, déjà il y a une chose que j'aime bien là dans cette voiture au niveau de la gamme, c'est que Peugeot a vraiment rationalisé la gamme. Maintenant on n'a plus que deux versions, un peu à la mode coréenne, chinoise, et ça j'aime bien, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair. Donc ici, soit on prend la version Allure, soit on prend la version GT. C'est simple. Bon, on regresse quand même avec quelques packs d'options qu'on peut rajouter, hein, style pompe à chaleur, style toit ouvrant, ou même pack clim, etc. avec les assistances et compagnie. Donc il y a quand même quelques options en plus. D'ailleurs, on en reparlera ça, mais il y a des raisons, en fait, un peu comme la Scénic E-Tech. D'ailleurs, on ne va pas pouvoir s'empêcher quand même sur la voiture de faire des petites comparaisons avec la Scénic parce que y a des petites stratégies qui sont les mêmes. Hein. Bon, je vous le dis directement, en fait, on peut passer, mais sur l'option pompe à chaleur, puisqu'on est dans les options, le principe, c'est on met la pompe à chaleur en option, comme ça, on descend le prix de la voiture en dessous des 47 000 qui permet d'avoir le bonus adéquat pour pouvoir passer, et ensuite, vu que les options ne sont pas comptées, on rajoute la pompe à chaleur et comme ça permet de dépasser. Ici, je vous dis déjà le prix, mais pour cette version ici, GT, avec les options qu'il y a là, on est à 50 000 euros, un tout petit peu plus de 50 000 euros. C'est déjà une somme, je sais, ça on va pas reparler tout de suite du prix, hein, mais forcément, c'est toujours le truc qui fasse. Hein. Les électriques, les grosses électriques, elles sont quand même assez chères et ça, on n'y coupera pas, donc on peut toujours commenter ça, mais voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, on n'y peut rien. Donc maintenant, on va s'attarder un peu plus sur la voiture. On va en faire le tour extérieur, intérieur. Je n'ai pas parlé aussi, parce que pareil, on peut en parler maintenant, hein, tant qu'on y est, mais la batterie. On est sur une batterie de 73 kW de 63, pardon. On est sur une batterie de 63 kWh sur cette version. D'ailleurs, pour le moment, il n'y a qu'une batterie de 63 kWh qui nous offre une autonomie théorique de 525 km avec un moteur de 210 chevaux. Donc voilà, ça c'est les trois informations qui sont toujours importantes. À savoir qu'elle est en deux roues motrices en traction, mais il est prévu un peu plus tard de sortir une version 73 kWh de batterie qui amènera l'autonomie à 700 km tout pile, avec un moteur qui sera de 230 chevaux. Et puis, il y aura une version qui devrait arriver aussi en 4 roues motrices, avec cette fois une batterie, toujours la batterie de 63 kWh, mais on aura plus de 300 chevaux dans la voiture. Donc elle aurait une autonomie aussi de 525 km/h, ce qui me semble un peu bizarre parce qu'au final, qu'on ait le moteur de 210 chevaux ou le futur moteur de plus de 300 chevaux, on serait à 525 km d'autonomie avec la même batterie. Bon, à mon avis, ça sera affiné dans les caractéristiques quand les voitures sortiront. Bref, attardons-nous maintenant sur la i3008 GT que l'on a ici. Si on s'attarde un petit peu sur l'aspect extérieur, cette face avant, impossible de ne pas la comparer, encore une fois, au Scénic E-Tech, où on retrouve une calandre très rayée. Hein. Bon, ici, on a finalement peut-être aussi des petits losanges hein, qui s'amènent, qui vont du plus grand au plus petit pour aller sur ce gros cycle Peugeot. Alors là, on est sur une calandre qui est bien massive, qui est bien imposante, et finalement, on retrouve un peu l'esprit de la Scénic. Et c'est là aussi, bon, on va y revenir aussi un peu sur l'arrière, mais elle a un style quand même très tranché, hein. Elle vire complètement par rapport à sa précédente mouture.
l'ancienne 3008, et encore plus par rapport à la première génération de 3008. Toujours est-il qu'il y a des choix qui sont faits, mais finalement, là, on s'aperçoit en regardant la Scénic, ou même en regardant la BMW iX2, que je n'ai pas encore testé d'ailleurs, que j'aimerais bien avoir à tester dans les mois à venir, eh ben, on a quand même toujours du coup ces cassures d'angle, etc. On va à l'arrière, c'est très prononcé. Elles vont devenir de plus en plus classiques parce qu'on va retrouver un petit peu toutes ces cassures, etc. de plus en plus dans les voitures récentes. La chose que je trouve peut-être un petit peu dommage sur cet avant, c'est qu'ils nous ont laissé un gros radar ici en bas, alors qu'à la limite le logo de Peugeot est tellement imposant qu'ils auraient peut-être pu mettre le capteur là-dedans, comme d'autres marques l'ont déjà fait de cette manière-là, ce qui aurait permis d'avoir un bas de caisse qui soit un peu plus travaillé. Mais bon, dans les faits, ça fonctionne quand même, on a une symétrie, c'est assez joli. Si on s'attarde un petit peu sur les phares, parce que ça, je voudrais en parler 2 secondes, c'est assez rare quand même à ce niveau de gamme, mais on a des phares Matrix LED sur cette version GT. Alors chez Peugeot, ils appellent ça Pixel LED, mais c'est des feux Matrix. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. On trouve ça beaucoup sur le haut de gamme allemand. Et là, le fait de les trouver sur cette Peugeot, c'est plutôt intéressant. Si on passe sur le côté, alors sur le côté déjà, on a des grandes jantes, vous voyez, de 20 pouces. Alors ça, c'est les jantes qui sont sur la finition GT. Si on part sur une allure, alors là, on aura des jantes plutôt de 19 pouces. On est sur un véhicule qui fait 4,54 m, avec un empattement de 2,70 m. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est une voiture qui existe donc en électrique, hein, mais c'est aussi une plug-in hybride. Donc, on a une hybride et une électrique sur la même plateforme, et pourtant, on a quand même un empattement qui est assez intéressant et qui se rapproche beaucoup plus de l'électrique. Et ça, tout simplement, c'est parce que la voiture est faite sur la nouvelle plateforme de Peugeot, de Stellantis. Là où souvent dans les électriques, finalement, qui sont jumelés avec des thermiques, on a d'abord le thermique, la voiture est faite pour le thermique et puis on y adjoint de l'électrique. Alors que ici, on part d'une plateforme électrique sur laquelle, finalement, on vient en faire une hybride. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un empattement assez grand, et puis que ma foi, ils ont travaillé sur le reste techniquement pour réussir à faire rentrer un moteur thermique à l'intérieur. Alors si on continue un petit peu plus vers l'arrière, et c'est là que c'est assez intéressant entre guillemets, c'est qu'on a ce côté fastback. Alors ce côté fastback, d'ailleurs, elle n'existe que en version comme ça assez coupée, hein. Si ma foi on veut une carrosserie un peu plus, il faudra se tourner vers la 5008. Ici on a le parti pris d'avoir une cassure et d'avoir des angles qui sont très acérés. Finalement là on a un petit côté, elle se trouve en fait, c'est un mix entre la Scénic E-Tech et puis l'iX2. Si on fusionne les deux, on est à l'arrière de l'i3008. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, parce que finalement ce derrière, je le trouve quand même personnellement assez joli. J'aime bien cette coupe assez racée, et puis cet effet avec le petit aileron qui a ces 2 petits appendices de chaque côté, et cette vitre qui est assez prononcée, ça lui donne vraiment un aspect assez fort. Et d'ailleurs, je dirais même que je la trouve mieux construite esthétiquement que l'iX2, où on a l'impression qu'elle est plus massive, l'iX2, et avec un côté rajouté. Ici, la forme est un peu plus harmonieuse, même si vraiment, quand on regarde l'arrière, on a des similitudes, hein. Si on regarde les feux, ne serait-ce que les feux, avec ces petits décrochés ici, je ne dis pas de bêtises, c'est aussi le cas dans l'iX2. Donc c'est assez marrant de voir comme ça ces similitudes. Et ouais, je crois que vraiment, cet arrière, moi je le mettrais entre la Scénic, qui est peut-être un peu trop classique, et l'iX2 qui se veut très radical. Et là on a un entre-deux, mais du coup ça lui donne une personnalité qui est assez forte, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et alors là, ce qui est bien aussi sur cette version GT, c'est qu'on a l'ouverture du coffre automatique. D'ailleurs, on ne l'aura que dans la version GT de la voiture. Mais c'est qu'on a aussi l'ouverture sans clé, où il suffit tout simplement de jeter son pied sous la voiture pour avoir le coffre qui s'ouvre. De la même manière, on pourra le refermer en mettant aussi le pied sous la voiture. Et ça, c'est plutôt agréable. Et quand on regarde ce coffre, il y a déjà 2 choses, hein. Encore une fois, je vais rester sur la comparaison avec la Scénic, hein. Je vous invite à regarder mon essai de la Scénic E-Tech, enfin mon essai, ma petite review de la Scénic E-Tech où j'en ai fait le tour. Il y avait un truc qui m'avait vraiment attristé sur la Scénic, c'était le fait que le coffre ouvert, j'avais la tête qui tapait dans le montant. Ici, sur la 3008, absolument pas. Je trouve que l'espace intérieur est parfait
au niveau du coffre. Et d'ailleurs, si on parle d'espace, eh ben, on se retrouve aussi avec un coffre qui est quand même très grand, je trouve. Et on est sur une capacité de 588 litres. Et franchement, eh ben, là, on retrouve un petit côté familial où on va pouvoir charger pas mal de choses à l'intérieur. Et en plus, il y a 2-3 trucs que je trouve vraiment sympas que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on a cette petite planche qu'on peut soulever. Et dessous, on peut s'apercevoir qu'on a un espace qui est quand même assez grand. Tellement grand d'ailleurs que si vous regardez, bon bah là il y a des petits éléments plastiques, mais c'est parce qu'en fait on peut avoir en option une roue de secours. Et donc ça, je trouve que ça c'est sympa parce que honnêtement, j'ai rarement vu une voiture électrique dans laquelle on pouvait mettre une roue de secours intégrale dans le coffre. Et ici, eh ben, c'est le cas, on pourrait choisir, faire le choix de mettre une roue de secours pleine dans le coffre. Et ça c'est plutôt sympa. Mais en l'occurrence, ce qui est aussi sympa, c'est que du coup, ça fait un grand espace de libre. Donc, on peut y ranger tous les câbles qu'on veut. Ça, c'est super pratique. Et alors, si on parle de modularité, ce qui est en plus très sympa, c'est que cette planche, regardez, elle s'enlève complètement et elle nous permet deux choses. Elle nous permet soit de descendre à un étage en dessous, hop, et ainsi de pouvoir gagner en profondeur. Bon, bah ça, c'est classique. Ça se retrouve chez d'autres voitures. Hein, et ça nous permet comme ça de pouvoir avoir un peu plus d'espace, tout en gardant, hein, d'ailleurs, regardez, hein, mon câble il est en dessous, et puis il ne touche absolument pas, donc on garde un espace qui est vraiment très confortable. Et l'autre chose qui est sympa, c'est que regardez, si je la remets à sa position, hein, très simplement, je peux la soulever, et on a deux petits crochets pignons sur les côtés qui permettent de la maintenir ouverte. Et ça, c'est la première fois que je vois ça personnellement sur une des voitures que j'ai pu avoir l'occasion d'essayer. Et du coup, bah, c'est très pratique d'aller à l'intérieur en dessous, surtout que vu la profondeur qu'on a et la place qu'on a, et ben, ça va être facile de pouvoir accéder et d'aller se balader et d'aller prendre ce qu'on veut n'importe où. Et tout simplement, hop, on peut le rabaisser. Quoi dire d'autre sur ce coffre? Bon, chose classique, hein, on a des petits crochets de chaque côté. Ça, ça devient la norme. On a aussi des petites attaches, 4 petites attaches pour pouvoir mettre filet ou autre. Et on a une petite prise 12 volts d'allume-cigare qui se trouve aussi ici. Et ben, je vous propose de baisser les sièges pour qu'on regarde directement un petit peu toute la surface qu'on a. Et cette fois, et ben, j'ai bien envie d'enlever complètement la plage arrière pour voir ça. D'ailleurs, tiens, alors chose qui est sympa, venez voir un petit peu les attaches. Alors vous savez, je vous ai montré, hein, pareil, vous pouvez revoir ma vidéo sur les petits défauts que je trouvais sur ma MG4. Mais regardez ici, l'attache, franchement, elle fait vraiment solide. On a une grosse attache avec une petite boule. Et ici, une boule ici qui permet de vraiment bien l'accrocher et bien la fixer. Et en plus, très simplement, donc on n'a rien qui rentre dans la carrosserie. On n'a pas de petits plots qui rentrent comme ça. Et là, honnêtement, bah ça c'est plutôt bien vu parce que du coup, ça inspire une solidité. Et ça veut dire qu'on peut se permettre de la retirer plusieurs fois sans problème, sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Allez, on enlève cette plage arrière. Hop, tout simplement, je la soulève. Voilà. Je vais la poser sur le côté. Hop. À noter qu'elle est assez grande. Hein. Vous voyez que, bon, on est sur une fastback, hein, donc ça fait une toute petite surface au-dessus. Mais ça libère déjà un espace. Alors, je vais baisser les sièges. Sièges qui se découpent en 2 parties ou en 3 parties parce qu'on a une trappe à ski qui est là avec ce siège là quand on baisse comme ça, mais vous allez voir quand on sera à l'arrière on pourra l'ouvrir très simplement. Et de l'autre côté j'abaisse le siège suivant, voilà, et bah là par contre on se retrouve dans la même configuration que, à peu près, hein, dans la même configuration que sur la Scénic E-Tech, c'est-à-dire que on a un plancher qui ne sera pas complètement plat. Hein. Ici on est un peu surélevé, à la différence que par contre on a quand même une jonction relativement plate entre les sièges et la partie coffre qu'on n'avait pas dans la Scénic E-Tech. Là du coup, encore une fois, il y a un côté où je trouve ça gênant et puis de l'autre, comme le coffre est quand même de toute façon assez bas, hein, avec ce côté fastback, bah, finalement les choses qu'on met, c'est pas plus mal qu'elles s'orientent un petit peu plus vers le haut et qu'elles se lèvent. Donc je ne pense pas que ça soit gênant, ça reste quand même un bel espace pour pouvoir charger des choses, puisque le véhicule, hein, encore une fois, fait quand même 4,50 m de long. Donc il y a de quoi pouvoir y mettre des choses si on a besoin. Allez, on remballe tout et puis on va regarder un petit peu les places arrière. J'ai replacé tous les sièges, donc je referme le coffre. Voilà, tout simplement sans les mains. Et puis on va s'attaquer un petit peu au siège arrière. Alors,
Si on va à l'arrière de la voiture, bon, on reparlera un petit peu de ces portes, hein, mais franchement, elles sont super chouettes, elles ont un beau design. Après, on va le voir, je ne suis pas forcément complètement convaincu par l'ergonomie, mais ça, on verra ça plus tard. On va déjà rentrer à l'intérieur et regarder un petit peu la place. Sur ces sièges qui sont assez magnifiques, pareil, on en reparlera quand on ira à l'avant. Donc, là par contre, tout de suite, on en sent une petite différence, hein. Pareil, encore une fois, si on compare à la Scénic, eh ben, j'ai un petit peu moins de place que dans la Scénic. Mais à savoir que la Scénic avait un coffre un peu plus petit. Donc au final, voilà, les voitures sont un peu similaires, mais ici, Peugeot a décidé de faire le parti pris d'avoir un plus grand coffre et d'avoir un espace arrière un peu moins agréable. C'est une voiture du coup qui privilégie quand même beaucoup plus, et on le verra hein, sur ce poste de conduite qui est absolument magnifique avec ses écrans, etc. et l'ergonomie totale. Il est vraiment magnifique. Ça, on le verra après. Mais du coup, je pense qu'ils ont fait quelques compromis et que le compromis, ça a été sur les places arrière. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me gêne parce qu'encore une fois, si on veut une vraie familiale, bah, on ira de toute façon plus, à mon avis, sur la 5008. Et puis, ma foi, si on a un ou deux enfants, bah, on s'arrêtera potentiellement sur celle-ci puisque finalement, bah, on a quand même un très bel espace. Parce que dans les faits, eh ben, je suis quand même bien installé. Alors on note simplement que j'ai les pieds assez hauts, mais ça c'est parce qu'on a les batteries qui sont tout le long en dessous. Donc ça fatalement, eh ben, ça permet bah, d'avoir un espace intérieur qui est confortable, mais par contre bah, forcément on est un petit peu plus élevé. Donc pour garder une hauteur convenable, eh ben, finalement, regardez, mes cuisses ne touchent pas le siège. Mais est-ce que c'est gênant? Je pense pas. De toute façon, quand on se met en voiture, on a toujours tendance à s'asseoir un petit peu plus à l'avant. Et donc finalement, bah, on est dans une position qui est plutôt confortable tout de même. J'ai la tête qui ne touche pas du tout le fond. Même quand je me mets tout au fond, ma tête ne touche pas. Et ça, c'est un bon point. J'ai même une petite veilleuse ici de lumière. Ça, on le verra quand vous viendrez à l'intérieur. D'ailleurs, je pense que vous allez faire le tour et puis qu'on va regarder tout de suite un petit peu plus cet arrière. Alors si on se concentre un petit peu plus sur ce qu'on nous propose à l'arrière de la voiture, alors déjà truc sympa, il y a des petites veilleuses qui se trouvent ici. Ça je trouve que c'est sympa, des petites veilleuses de lecture qui se trouvent à l'arrière au niveau de la tête. Ça c'est plutôt chouette. Ensuite, bah, ces sièges, on les reverra à l'avant, mais ils sont vraiment très agréables, hein. On est toujours sur des matières très douces, avec de l'Alcantara sur le centre, qui franchement bah, est agréable au toucher et très confortable. Sur la coudoir centrale, si on le déplie, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bah là, rien de folichon. On a juste deux porte-gobelets et un petit espace ici qui peut sûrement permettre de mettre un petit téléphone, mais en même temps, si on le met, on ne sera pas forcément très bien placé. Là, franchement, d'autres véhicules ont proposé des choses beaucoup plus intéressantes. Ici, on est vraiment sur des choses plutôt classiques. Et comme je vous disais, on a une petite trappe à ski qui peut être tout aussi sympa parce qu'elle peut permettre au final d'avoir un accès quand même dans le coffre et de pouvoir aussi du coup mettre des choses assez longues qui pourront aller jusqu'à l'espace avant, parce qu'on a un espace qui est bien dégagé, qui du coup va nous permettre de pouvoir charger très facilement. À mon avis, des planches de 2,50 m sur, voire 3 mètres pourront peut-être passer sur la longueur, tout en prenant des passagers arrière. Et ça, c'est un petit plus qui peut toujours être agréable. Sinon, niveau rangement, eh ben, on a des petites aumônières derrière les sièges, arrière des sièges qui est en plastique dur, donc ça, attention, ça peut peut-être être facilement rayable. Et puis, on a une petite console centrale où on a une aération, on a un petit vide-poche, on a une prise 12 volts et puis un autre petit vide-poche. Et alors, on a aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, on a deux USB-C de chaque côté. Alors, c'est vrai qu'ils sont assez bas et finalement, quand on est dans la voiture comme ça, bah, on ne les voit pas du tout. Et pour aller brancher quelque chose, bah, il faudra se pencher un petit peu pour y avoir accès. À mon avis, le plus simple, ça sera de plugger des fiches et de laisser les câbles pendre tout le temps si on a l'habitude de se balader à l'arrière de cette voiture. On a des vides-poches dans les portières. D'ailleurs, ça pour les portières, on va en reparler un peu plus à l'avant, mais comme vous voyez, on a cette poignée ici avec ce lave-vide qui est drôlement penché. Vous verrez que esthétiquement c'est joli, mais d'un niveau pratique,
ça ne l'est pas forcément, mais ça je préfère qu'on en reparle quand on ira à l'avant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors avant d'ouvrir la portière côté conducteur, je voulais vous montrer les rétroviseurs, que je n'ai pas parlé quand on était à l'extérieur. Mais regardez, je trouve qu'ils ont une forme assez sympathique. Alors ils sont plutôt pas très larges finalement, mais ils sont très hauts, ce qui nous donne une grande visibilité à l'intérieur, tout en ayant une masse qui est quand même assez compacte dans la largeur. Mais globalement, ça fait un beau bébé qui du coup en plus a une forme assez particulière, mais nous change de la traditionnelle, du traditionnel rectangle. Bon, si on passe maintenant à l'intérieur de la voiture. Alors, attardons-nous 5 minutes sur cette portière. Donc cette portière, quand on la regarde, déjà, on voit qu'il y a plein de différentes matières dessus qui sont tout agréables, hein. Même le dessus, même on pourrait croire que c'est un plastique dur, mais il est légèrement moussé. En dessous, on a un tissu, mais alors qui est très léger, hein, parce que là par contre c'est assez dur. Donc il n'est pas très confortable, il a juste une belle texture au toucher. Et puis en dessous, on a une poignée alors, qui fait très qualitative. Et en dessous, on joue avec des petites barrettes d'aluminium, hein. On se croirait un petit peu chez BMW. Avec sur la portière, les 4 lève-vitres et puis la possibilité de bouger le réglage des rétroviseurs, ainsi que la centralisée qui se trouve ici. En dessous, on a la coudoir, celui qui est bien molletonné. Et en dessous, un grand vide-poche. Alors, il y a une petite chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est cette partie ici. Alors cette partie ici, elle est très intéressante, on va la retrouver d'ailleurs dans la voiture, mais on a une LED qui parcourt ici, derrière le tissu, hein, tout le long, et toute cette matière-là, elle est réfléchissante. Ce qui fait que le soir ou si on est vraiment dans un coin ombragé, en fait, toute la LED se réfléchit sur cette base-là, et tous les petits rectangles ici s'illuminent de la couleur choisie sur le bandeau LED, et franchement ça rend super bien, mais on le verra aussi à l'intérieur parce qu'en fait ce petit effet bandeau se parcourt sur tout le tableau de bord et du coup sur la portière passager également. Là où on verra sur cette portière, c'est quand on sera à l'intérieur, mais vous voyez le fait que ça soit penché un petit peu, ça donne un effet qui est assez intéressant esthétiquement et visuellement. Par contre, vous allez voir, quand on est à l'intérieur, au niveau du placement, je suis moins convaincu. Bon, entrons un petit peu plus à l'intérieur, regardons ces sièges. Regardez-moi ces sièges. Alors, les sièges sont vraiment magnifiques. J'adore, toujours simili-cuir, hein, le petit Peugeot en plus au-dessus, sur l'Alcantara, est superbe. Et puis les sièges, toute la matière. Alors il existe plusieurs selleries, hein. On va trouver des selleries un petit peu différentes. Il y a 2-3 selleries qu'on peut changer sur la voiture. Il y a quand même un petit défaut. Alors c'est marrant, hein, dans cette voiture finalement, à chaque fois, il y a des trucs bien, et puis à chaque fois, il y a des petits trucs un petit peu moins bien, et finalement, je vois les deux en même temps. Donc je vous en parle. Franchement, elle est très bien cette voiture, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça où on se dit, mince, ça c'est super, mais ça c'est super, mais... Et comme là, la portière, c'est super, mais vous allez voir, c'est pas forcément super ergonomique. Là, pour ces sièges, le regret, c'est le réglage manuel. Il n'y a pas de réglage électrique, il n'y a qu'un réglage manuel. Et alors là, ça fait personnellement des années que je n'avais pas vu ça. Mais vous voyez, une molette ronde pour régler le dossier. J'avais presque oublié qu'on pouvait mettre des molettes rondes comme ça pour pouvoir bouger les sièges. Alors c'est peut-être un effet du passé, mais moi je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aurais un petit peu, voir ça sur cette i3008 de 2024, je suis pas fan. Bon, sinon cet intérieur, je vous propose qu'on rentre un petit peu dedans parce que à la Peugeot avec ce petit volant et alors là cette dalle de 21 pouces qu'on va voir tout à l'heure illuminée, c'est juste magnifique. Donc je vous propose qu'on rentre directement à l'intérieur et qu'on se retrouve de l'autre côté. Alors faisons le tour un petit peu de l'intérieur parce que l'intérieur, il y a franchement pas mal de choses à dire et il est plutôt original tout en étant légèrement clivant aussi, hein, encore une fois. C'est vraiment le sentiment que j'ai sur cette voiture, c'est que on a tenté pas mal de choses, vraiment très réussi. À chaque fois il y a un petit truc qu'on fait, ah ben ouais mais hein. Et là, je pense que ça risque d'être un petit peu pareil, bien qu'il y a vraiment... il est magnifique cet intérieur. Il est magnifique avec cette dalle ici de 21 pouces avec un esthétisme. Et en plus, on a l'impression qu'elle est complètement flottante, hein, puisqu'elle est en dehors et surélevée par rapport au tableau de bord.
Mais avant de venir et d'aller à l'intérieur de cette petite, de ce grand écran, on va plutôt s'attarder un petit peu sur tout ce qui est à l'intérieur comme espace de rangement, etc. Donc, avant de venir au poste de conduite, on va s'attarder un petit peu à l'ensemble. Alors déjà, en rangement, on va commencer pour une fois par la boîte à gants. On a ici une boîte à gants. Alors pareil, hein, très original. Pas forcément super pratique à l'ouverture, hein, j'imagine, quand on a un passager d'assis par rapport à la distance, en sachant que le siège ici est quand même assez reculé. Mais avantage de cette boîte à gants, elle est réfrigérée. Donc ça, c'est un bon gros plus. D'ailleurs, en parlant d'espace réfrigéré, ici, on a également, je l'ouvre, un espace qui est réfrigéré ici. Et c'est des plus agréables. Alors, on a un petit espace coulissant ici. Et là, on a même, en fait, ça va jusqu'à ce niveau-là, à peu près, en termes de rangement. Ce qui est plutôt pratique, hein, parce que du coup, ça fait un rangement qui est vraiment bien prononcé. Et ça, eh ben, j'aime beaucoup. En plus, avec une ouverture à double plaquet, eh ben, on peut très bien même en fermer qu'un si on a besoin pour avoir un accès. Mais autant le fermer puisque c'est réfrigéré. Hop. Si on remonte un petit peu, on va faire le contraire, hein. D'habitude on va remonter sur cette console. Si on remonte sur cette console, on a de ce côté-là 2 porte-gobelets. Et alors c'est assez marrant quand on regarde justement par rapport à la conduite, hein. On n'a vraiment pas une symétrie qui est faite au niveau de cette console centrale. On a vraiment un aspect qui part ici, qui engonce le conducteur, comme vous pouvez le voir. Et puis on a un espace ici plus ouvert, qui serait plus à destination, ou en tout cas du passager. Alors ici on pourrait avoir un repose, mettre son téléphone ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, regardez, on a en fait une ouverture où à l'intérieur, on va retrouver un espace de rangement assez intéressant avec un allume-cigare ici. Alors on peut dire pour le coup qu'il est bien caché. Et on a 2 USB-C qui se trouvent aussi à l'intérieur. Sur ces USB-C, vous voyez qu'il y en a un avec une petite batterie, hein, qui peut permettre la charge. De l'autre côté, vous voyez qu'on a un petit écran. Alors à savoir que dans le véhicule, on a le CarPlay et l'Android Auto sans fil, donc ça c'est merveilleux. Mais ils ont prévu également un port accessible facilement si on veut quand même le faire en filaire, puisque, alors ça c'est ce que le vendeur de chez Peugeot me dit, c'est qu'au final, ils ont préféré faire ça parce qu'il y a encore des personnes qui ont des vieux téléphones qui ne sont pas forcément compatibles avec l'Android ou le CarPlay sans fil. Bon, ça j'avoue que j'ai quand même des doutes parce que ce genre de véhicule, c'est quand même souvent des personnes qui ont quand même des technologies aussi au niveau des téléphones et que pas des téléphones qui ont 20 ans. Bref, toujours est-il que c'est quand même sympa d'avoir ce petit câble possible. Et petite chose intéressante, c'est que en fait, regardez, donc ici on peut brancher et on peut fermer ce clapet. Et ici, on a une petite encoche en fait qui peut permettre de sortir le câble. Et ainsi, on peut poser son téléphone ici, simplement, pour pouvoir le recharger. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée, parce que souvent, on va trouver un emplacement pour mettre son téléphone. On ne va pas en trouver 2, on ne va pas en trouver 3. Et ici, d'avoir plusieurs endroits où on peut poser son téléphone, bah, c'est plutôt chouette, parce que le conducteur a de toute façon ici, hein, sous le tableau de bord, bien loin et bien enfoncé, un chargeur à induction, comme vous pouvez le voir. Et ça, je trouve que c'est plutôt pratique de jouer avec les espaces qui se trouvent sous le tableau de bord. Parce que finalement, on le voit hein, au dessin de ce tableau de bord, hein, qui est d'ailleurs, vous voyez, par rapport à l'espace passager, qui se ravance bien et qui du coup, pareil, joue ce rôle d'engoncement pour le conducteur. Hein. Esthétique qu'on a déjà, enfin façon de travailler l'habitacle qu'on a déjà retrouvé dans le précédent 3008, mais ici, avec beaucoup de jeux de textures et d'étages qui rend vraiment la chose intéressante. Ici, d'ailleurs, si on reste sur cette console centrale, hein, on a ce petit boomerang ici qui regroupe plusieurs commandes. Alors, tout simplement, on va retrouver la climatisation sur toute la première partie. Hein, moi, je vais l'appeler de boomerang sur cette première partie du boomerang. Si on descend un peu ici, on va avoir le drive mode. Donc, on va lever ou descendre pour changer de mode. Vous allez le voir, c'est pas si simple que ça. Il faut déjà appuyer une fois pour accéder au menu et puis ensuite appuyer une seconde fois pour changer le menu. On a ici les feux de détresse. En dessous, le volume qui est facilement réglable ou pour mettre en veille l'infodivertissement. Enfin, en tout cas, la musique. Et puis le frein de parking qui est ici un peu plus bas. Et là, je trouve que au niveau, qu'au niveau de l'ergonomie, c'est plutôt agréable parce qu'encore une fois, si je suis en mode conduite, eh ben, vous voyez que rien qu'en tendant le bras,
j'ai un accès très très facile à ces boutons de clim, au drive mode, parce que le drive mode, honnêtement, je trouve pratique quand il se trouve sur la console centrale. Et là, eh ben, très facilement, je suis en train de conduire et je peux poser mon bras comme ça et aller très simplement changer mes drive modes ou même accéder à mon volume de son tout simplement comme ça. Ce qui fait que finalement, j'ai déjà une partie des commandes très simples et faciles d'accès qui sont vraiment à portée de main. Et là où c'est intéressant, on va revenir sur le poste de conduite quand vous rentrerez dans la voiture, mais là où je trouve intéressant, c'est si on s'attarde sur la partie plus haute, qui a pareil un accès hyper facile. Hein. Là, on peut voir qu'on a un accès hyper facile, donc ça c'est super agréable au niveau de la commande. Mais là où je voulais vraiment qu'on s'attarde un petit peu là-dessus, c'est que on a ils appellent ça le high toggle. Et high toggle, en fait, c'est-à-dire qu'ici on a un écran, et en fait avec des fonctions un peu... si vous vous souvenez, sur les BMW où on avait la série de boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui était physique et qui permettait de pouvoir jongler avec des commandes, etc. Qu'on retrouve d'ailleurs dans les nouvelles BMW hein, avec des boutons qui sont facilement assignables. Et bien là, Peugeot a poussé le concept un peu plus loin et de façon assez originale et plutôt intéressante, de travailler sur un e-toggle qui permet en fait d'avoir un écran avec des boutons facilement accessibles pour avoir plusieurs fonctions. On va y revenir quand on va parler de l'infodivertissement parce que ce petit e-toggle, il est vraiment, je trouve, très intéressant et très pertinent. Si on revient sur cette console, hein, donc on a les aérateurs. Alors pareil, j'aime bien ce jeu des aérateurs qui courent tout le long du poste conducteur, ce qui fait qu'au final, ce côté, ça renforce encore une fois que cet intérieur est fait pour le conducteur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup dans les véhicules, surtout de ce gabarit-là et de cette gamme-là. Et si on revient aussi, il y a une autre chose que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est le fait d'avoir le sélecteur de vitesse qui se trouve sur la console centrale, ce qui fait qu'au final, on a un bouton très simple à utiliser ici, qui va nous permettre de passer de R, N ou D, et puis un petit bouton P ici. Vous remarquerez qu'on a perdu le bouton B, très habituel de chez la gamme Stellantis, mais ça je vais vous raconter tout de suite un petit peu après, en faisant le poste de pilotage, pourquoi il n'y a plus ce petit bouton B sur ce véhicule. Toujours est-il que du coup ce sélecteur de vitesse, je trouve qu'il est très très bien placé, parce que finalement il nous enlève et il nous libère complètement cette console centrale, un peu, alors Renault eux ont choisi de le mettre sur un Komodo, Peugeot a décidé de l'intégrer dans le tableau de bord, et franchement moi je préfère cette solution là, je la trouve beaucoup plus esthétique. Alors si on regarde un petit peu ce poste conducteur, regardez là on est à peu près à mon niveau. Alors il y a beaucoup de lumière, mais ici on a donc l'écran de 21 pouces qui est là, qui se sépare en deux parties. On a la première partie ici, qui est non tactile, hein, ce qui pourrait correspondre à tout ce qui est information pour le conducteur. Et puis on a l'autre partie ici, qui serait plus l'infodivertissement, qui ici par contre est tactile et se retrouve comme un écran traditionnel. Si on regarde, on a le petit volant Peugeot qui est ici. Alors franchement, j'avais pas l'habitude d'utiliser des petits volants et honnêtement, je trouve que c'est plutôt agréable. Ça invite pas forcément à la conduite très sportive, je trouve, mais par contre, c'est vraiment agréable à conduire. Une petite chose par contre, alors je ne sais pas si on va bien le voir, mais moi personnellement, vous voyez, je vois bien mes compteurs. Je serais tenté de vouloir le régler un petit peu plus haut, le volant, mais le problème c'est que si je le lève un petit peu, ça va me masquer un petit peu de l'écran. Donc résultat des courses, là par exemple on est à l'auteur maximale pour moi, pour que je puisse regarder les écrans correctement. Je vous montre ici sur le côté, regardez. Donc là le volant il est parfait pour moi, mais en fait j'aurai la possibilité de le monter encore beaucoup plus. Seulement si je le mettais à cette hauteur là, je me retrouverais avec des informations qui me manqueraient sur l'écran. Donc je suis obligé de le régler quand même assez, même plus bas, hop, ici, pour pouvoir maintenir le volant tout en ayant une bonne visibilité des écrans. Donc finalement, c'est pas non plus gênant parce qu'on s'habitue vite à avoir le volant de cette manière-là, et puis ces écrans sont tellement beaux qu'on a envie de les regarder. Hein. Moi encore une fois, le fait qu'ils soient un peu surélevés comme ça tout le long, je trouve ça magnifique. Donc si on s'attarde sur ce volant, on a des pavés qui sont assez importants ici pour les boutons. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont assez importants, mais au final, c'est vrai que comme le volant est plus petit, au final, ils sont peut-être pas beaucoup plus gros que sur un autre volant, mais ça fait quand même un peu une impression de pavé. Alors, c'est des
bouton un peu tactile, hein, à la façon, on se retrouve avec le petit côté Volkswagen là. Je suis pas complètement fan de ce système, parce que des fois je trouve que c'est pas forcément évident, surtout à toucher. Surtout que là, regardez, si on a le plus, moins et le OK, on peut en appuyant être un petit peu et appuyer un petit peu sur les côtés. Ça, je trouve que c'est pas forcément, c'est esthétiquement encore une fois super joli, hein, quand on regarde l'ensemble, mais d'un point de vue pratique, je suis pas complètement fan. Toujours est-il que là, bah, comme d'habitude, on se retrouve avec tout ce qui est aide à la conduite, info à la conduite, et puis de l'autre côté, tout ce qui est lié à l'info divertissement. Si on continue sur le côté ici, un peu plus bas, on a une petite encoche. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert. À mon avis, je me demande si c'est pas pour tout simplement mettre un petit jeton de caddie ou quelque chose comme ça qui soit facilement accessible. Et puis à côté, on a pour désactiver les radars, et à côté, on a pour ouvrir le coffre. Alors, si on revient sur cette porte, ce que je voulais vous montrer, c'est que si je suis en position, hein, je me mets en position confortable de conduite, là c'est idéal. Je pose mon bras ici, je peux conduire avec mon autre main, la position est parfaite. En plus, j'aime bien le fait qu'on soit un petit peu prononcé ici, ce qui fait que je peux même glisser un petit peu mon doigt comme ça, je suis bien calé, ça j'aime bien. Par contre, pour les vitres, là, eh ben, d'habitude, on peut mettre sa main un petit peu comme ça. Ici, on est obligé de coucher sa main. Il y a en plus cette bosse ici qui, du coup, là, devient un petit peu embêtante. Et franchement, ouvrir ou fermer les fenêtres sur ces boutons ici, quand la portière est fermée, eh ben là, c'est beaucoup, beaucoup moins agréable. Alors, autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est ce toit ouvrant. Regardez ce toit ouvrant ici. Donc, on a un petit... sur le panneau ici, on a un petit bouton pour pouvoir mettre le paravent et fermer complètement. Je ne vais pas le faire ici, hein, on va plutôt rouvrir. Mais vous voyez qu'on peut l'ouvrir à moitié ou complètement, de telle manière à ce qu'on ait l'espace arrière qui est séparé, puisqu'on a une double vitre, hein, vous voyez, puisque l'espace avant, lui, va pouvoir s'ouvrir avec un toit ouvrant, que je vais ouvrir d'ailleurs parce que pareil, un petit peu d'air, ça va nous faire du bien. Voilà. Toit ouvrant qui est une option, mais franchement, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai toujours été habitué un peu au cabriolet quand même, et je trouve que c'est vraiment agréable d'avoir un toit ouvrant sur une voiture. Si on reprend le dessus, une première chez PSA, chez Peugeot, on se retrouve avec un petit range de lunettes ici au-dessus. C'est la première fois qu'on a ça sur un véhicule Peugeot récent. Donc ma foi, ils l'ont rajouté. C'est plutôt pratique. Bon, c'est courant chez les autres, mais voilà, ils ont fait un petit truc. Sinon, on a les petites lumières qui sont de chaque côté, et puis les SOS traditionnels. Le rétroviseur, finalement, lui, n'a rien de bien particulier, si ce n'est qu'il est assez joli, et puis il a un traitement de teint dessus, mais ça reste un réglage à la main, rien de nouveau par là. Alors au niveau du poste de conduite, il y a deux choses que je ne vous ai pas parlé. Il y a les commodos, alors bon, ça classique, hein, on a les lave-glace, etc. qui se trouvent de ce côté-là, et puis de l'autre côté, on a pour les phares. Si ce n'est qu'on a en plus un petit bouton ici au bout qui lui va nous permettre, si j'appuie dessus, de pouvoir changer entre différentes possibilités de menus sur l'écran de la voiture. Hop, vous voyez, si je change comme ça, je peux changer plusieurs choses. Et de l'autre côté, on a également un petit bouton qui lui va pouvoir nous permettre d'aller plus en détail sur certaines parties de l'info, pas de l'info divertissement, mais de l'écran aussi de la voiture. Mais là où on a une chose qui est très intéressante, c'est que regardez, de chaque côté du volant, on dispose de palettes. Et ça, c'est la petite nouveauté aussi sur cette voiture, et d'où le fait que le bouton B est disparu du sélecteur de vitesse, c'est qu'en fait ici on a des palettes pour avoir une régénération. Donc on peut monter ou descendre à 3 niveaux avec plus ou moins fort sur la régénération. Donc ça, on est un peu à la mode Kia Hyundai, hein. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé assez souvent. Par contre, petite chose qui est un petit peu dommage, c'est que on n'a pas l'e-pédale. Alors qu'on aime ou on n'aime pas, perso, moi l'e-pédale c'est pas quelque chose qui me fait autant kiffer que ces petites palettes au volant. Mais on n'a pas d'e-pédale sur cette i3008. Et autre petite chose là que je trouve un petit peu dommage, c'est que l'idée de ces palettes avec les niveaux de régénération, c'est chouette. J'aurais bien aimé qu'ils aillent aussi loin que Kia ou Hyundai, et qu'il y ait un 4e niveau comme chez Hyundai ou Kia, où on peut appuyer longuement sur la palette pour pouvoir faire un arrêt complet rien qu'avec la palette. Ça aurait été génial, ça aurait permis d'éviter d'utiliser
la pédale de frein pour faire le dernier arrêt. Et ça, c'est la petite chose que je trouve dommage. Il y a l'infodivertissement hein, ici, le high toggle ici, et puis les informations de conduite ici. Donc ça nous fait au final 3 écrans. On va commencer par celui-ci. Donc celui-ci, comme je vous ai montré sur les petits boutons sur le côté, hein, on peut changer, vous voyez, les fonctions. D'ailleurs, le GPS, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets, mais le GPS, c'est assez sympa d'ailleurs. Alors, sinon, moi, j'aime bien celui-ci parce qu'il nous donne les informations de consommation. Vous savez bien que c'est une donnée que j'aime beaucoup avoir. Et la chose qu'on a sur cet écran, et ce pourquoi je voudrais m'arrêter un petit peu dessus, c'est que on a une possibilité de paramètres. Donc, je vais me diriger dans les paramètres, et là, je vous montre déjà à quoi sert le high toggle. C'est qu'on va dans les paramètres de la voiture, on peut faire personnalisation et personnalisation des affichages. Et ici, bon, on a le choix de personnaliser soit l'écran d'infodivertissement ou le côté conducteur. Pour le coup, là, ce qui m'intéresse, c'est le côté conducteur. Et vous voyez, là, je suis sur cette version-ci, hein, mais je pourrais très bien m'en créer une nouvelle, une 5e, pour exactement, et pouvoir mettre les widgets que je veux. Donc là, par exemple, soit je fais une nouvelle page, mais on est déjà au max de pages parce qu'on peut en faire 5, et on peut rajouter des widgets. Alors ici, les informations de conduite, on peut mettre la musique, on peut mettre la navigation en petit ou en grand, on peut mettre la puissance, on peut mettre la ventilation, les infos de recharge, et bref, on peut mettre ça. Donc par exemple, imaginons que je mette la navigation, j'ai mis la navigation de ce côté-là, et regardez, il m'a mis la navigation de ce côté-là. De l'autre côté, je peux très bien lui dire, bah moi je voudrais, je sais pas, tiens, je veux mettre la musique, hop, et il va me mettre les infos musique, et j'aurai le GPS et la musique. J'ai fait ce paramètre-là, mais sur mes autres pages, j'ai d'autres paramètres, hein, donc celui-ci, c'est celui que je vous ai dit que j'aimais bien, puisqu'on a les informations de ce côté-là. Et puis d'ailleurs, bah, il y a la musique de l'autre côté, mais la musique, en fait, moi, je m'en fous. Donc, je vais cliquer ici, le mettre à la poubelle, hop, et puis dire qu'ici, je rappuie dessus et je vais en mettre un autre. Bah tiens, je vais mettre celui-ci, tout simplement. Et là, je vais avoir la voiture avec la conso. Donc, c'est assez sympa. On peut régler comme ça un petit peu le tout et paramétrer du coup cet écran un peu comme on le souhaite. Alors ça, la personnalisation des écrans, hein, comme ça avec les widgets et tout, c'est quelque chose qui est connu hein, dans le iCockpit. On avait déjà ce système-là. À part que là, vous avez vu, je le trouve beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Esthétiquement, il est hyper joli, hein, il est très soft, très neutre. Ça, c'est quelque chose, on va le voir tout de suite dans l'infodivertissement du véhicule, mais c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. C'est qu'en fait, on a pas mal de possibilités de configuration, tout en ayant une grande simplicité du menu. Et qu'est-ce que j'aime cette simplicité et cette faisabilité. Surtout qu'en plus, finalement, hein, on ne se leurre pas, une fois qu'on a fait notre configuration ultime, bah, finalement, on ne change pas tous les jours. Et donc là, le menu devient d'une clarté indécente. Bref, je vous propose qu'on continue. On va cette fois s'attarder un petit peu à l'iToggle et à l'info divertissement plus en détail. Donc, si on revient sur cette iToggle qui est ici, vous voyez, par contre, petit désagrément, quand on a beaucoup de lumière, et ben en fait, vous voyez, il n'est pas très lisible, et ça même personnellement à l'œil, il ne l'est pas forcément. Et donc ça, c'est vrai que c'est un petit côté qui est un petit peu dommage dans cet écran, c'est qu'il est un petit peu trop brillant. Mais bon, voilà, petit truc en passant. Donc les toggles, du coup, on a 2 pages et en fait, ça nous fait plein de petits boutons qui nous permettent d'accéder au menu. Et c'est là où je trouve ça génial, c'est qu'en fait, encore une fois, je suis en position de conduite et j'ai un accès facile à ces boutons. Donc, j'ai pas de boutons réels. Enfin, si, hein, j'ai quelques boutons. Hein. Ici, j'ai le menu Home qui nous amène ici. Ou ici, j'ai la voiture pour aller directement dans les raccourcis qui viennent sur la DAS. Ok, mais finalement, c'est les boutons que je retrouve ici, même si je peux aussi contrôler hein, la climatisation, etc. Mais ici, j'ai les accès directs à chaque menu. Donc par exemple, la DAS, si je me dirige sur les aides à la conduite, voilà, j'ai cliqué dessus et je me retrouve dans le menu des aides à la conduite avec des raccourcis. Je peux régler les fonctions. Hein. Donc ça, je vous fais pas le détail, hein, mais on peut activer ou désactiver le maintien dans la voie, etc. Vous voyez que d'ailleurs, c'est assez simple. Hein. C'est très simple, c'est oui, non, hop, on active, on n'active pas. Et le menu est très simple. La caméra panoramique. Alors, ça, j'en parle tout de suite un petit peu. Une chose que je trouve dommage, c'est que si on conduit, on ne peut pas l'activer.
Donc c'est fatalement que pour la marche arrière ou quand on est à l'arrêt du véhicule. Sinon, honnêtement, je trouve que la qualité est plutôt bonne de ces caméras. Ça, c'est plutôt chouette. Le fait qu'on puisse voir aussi à l'avant, à l'arrière ou tout simplement, hop là, sur les côtés aussi. Ça, je trouve que c'est pratique, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire en conduisant et que finalement, on peut y accéder seulement en marche arrière. Ça, c'est ou quand on est à l'arrêt comme ici. Ça, c'est le petit truc que je trouve dommage. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse en étant sur ce côté, de la DAS. Une fois qu'on retourne sur les toggles, par exemple, on peut aller directement, tiens, on va faire les paramètres. Paramètres, donc on a les profils, ça c'est chouette. Hein, personnalisation, donc ça c'est ce que je vous parlais, qu'on pouvait personnaliser les deux écrans. Hein. On peut personnaliser aussi bien celui-ci, mais aussi on peut personnaliser celui-ci, pareil, avec le système de P-Widget. Je ne vous remonte pas ça, hein, je vous l'avais montré un peu dans la e-Corsa que j'avais fait il y a quelques mois. Même si là c'est une nouvelle interface, le principe est le même, hein, on a des petits widgets qu'on peut bouger à différents endroits. Une chose par contre qui est intéressante, c'est la couleur intérieure. Alors couleur intérieure, regardez ici, on le voit sur l'écran, en fait on a le bandeau LED qui se trouve donc ici. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le voyez bien, mais tout le long du tableau de bord, on a un bandeau LED qui court sur les côtés. Et derrière les écrans également, pour revenir ici et courir aussi le long ici. Et toute cette surface-là, c'est ce que je vous disais quand on est rentré dans la voiture, eh ben, elle s'illumine. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, elle est un petit peu verte, mais je peux très bien en cliquant sur bleu, la mettre, alors non, ça c'était le vert, ici, la mettre un peu plus bleue. Je peux la mettre jaune, je ne sais pas si on voit bien ce qui se passe, ou la mettre même rouge, ici, un peu plus rouge. Si je reviens sur le vert, ça va peut-être se voir un petit peu plus. Mais voyez, en fait, ce qui est sympa, c'est que toute cette zone-là, en fait, c'est une zone réfléchissante. Et donc, la lumière LED va réfléchir là-dessus et nous donner une ambiance globale dans la voiture qui est vraiment agréable. Et ça, on l'obtient dans la personnalisation ici. Alors, connectivité, bon, voilà, le système, on peut régler les heures. Une petite chose intéressante, par défaut ici, l'unité distance et consommation est réglée sur kilomètres et kilomètres par kilowatt. Ça peut être déstabilisant parce que c'est pas ce que nous on aime. Hein. On aime le kilomètre par kilowattheure au 100 km. Donc c'est cette fonction-là qu'il faut activer. Mais ça a le mérite de pouvoir choisir, mais je vois pas trop l'intérêt personnellement de pouvoir voir les kilomètres par kilowattheure. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les luminosités, je vais passer, hein, l'audio, véhicule, tout ça, c'est des petits paramètres qu'on a d'habitude. Ce que je voulais montrer aussi sur ce toggle, c'est que du coup, on a l'accès au menu complet. Du coup, ça, c'est tous les widgets qu'on va retrouver et qu'on peut retrouver sur le toggle ici. D'ailleurs, on peut les paramétrer et ça, je vais vous montrer dans un instant. Ici, on a les différentes choses. Si je passe rapidement sur les menus, hein, la climatisation, eh ben, rien de bien précis. On a une clim qu'on peut régler de toutes les façons. On a les sièges conducteurs et passagers ainsi que le volant chauffant sur la voiture. Ça, c'est plutôt agréable aussi. On a un petit bouton qualité de l'air. Alors là, ça, c'est agréable aussi. Hein. Comme ça, on peut voir comment elle est. Et d'ailleurs, on peut purifier l'air du véhicule. Et ça, c'est une bonne chose. Si on revient encore sur le menu, bon, Dateor, Mirror Screen, Média, Navigation. Ah, navigation, je ne vous ai pas parlé, mais dans la navigation, on a un planificateur d'itinéraire. Et honnêtement, je l'ai déjà testé, il fonctionne plutôt bien. Il va nous indiquer sur le trajet qu'on décide où sont les bornes, hein, bien sûr. Mais il va aussi pouvoir chercher le parcours qui sera le plus adéquat pour économiser. Et d'ailleurs, même si en cours de route, il voit qu'il y a un itinéraire qui peut finalement lui faire gagner de la consommation d'énergie sans faire perdre de temps, et ben, il va nous le proposer. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est un très bon point pour cette planificateur d'itinéraire. Ensuite, eh ben, on a un OK Peugeot. Alors, OK Peugeot, ah oui, du coup, je l'ai activé. Je ne vais rien te demander, je suis désolé. Désolé, voilà. Je ne pense pas que je comprenne. Voilà, elle ne comprend pas, c'est pas grave. Alors, le OK Peugeot, il y a une petite chose à dire. Alors, ce n'est pas encore d'actualité, mais dans le futur, on va pouvoir avoir ChatGPT intégré
dans la voiture qui va nous permettre du coup avec la reconnaissance vocale de pouvoir avoir des réponses très précises. Et ça, c'est, j'en profite du coup pour le dire, hein, mais c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que comme dans beaucoup de voitures maintenant, on va pouvoir avoir les mises à jour à distance. On a aussi la mise à jour des cartes qui vont être possibles à distance. Ça, c'est un petit plus qu'ils se mettent en avant. Et puis également, ils promettent le fait que la voiture sera suivie à bien plus long terme sur les évolutions de mise à jour technique, etc. Ce qui fait justement, par exemple, qu'aujourd'hui, on n'a pas le chat GPT, mais qu'on l'aura d'ici quelques temps. Donc ça, c'est une bonne chose. J'espère que ça ne sera pas par des abonnements ou des conneries comme ça qui l'ont rajouterait à la BMW. Enfin ça, on verra bien ce qu'ils nous pondent là-dessus. Ensuite, bon, les paramètres, ça, on y est déjà allé. Ben oui, on y est allé. Donc je retourne avec mes toggles sur le truc. Les sièges, tout simplement, ça c'est le réglage des sièges chauffants. On peut les allumer ou les éteindre. Et sinon, le téléphone. Et puis on a le côté énergie. Côté énergie, où on va se retrouver avec un petit historique. Une utilisation aussi où on va avoir la consommation depuis le dernier démarrage. Là, en l'occurrence, j'ai démarré en étant à l'arrêt, donc on n'a rien. Mais sinon, on peut avoir les informations. Et puis également, on a les charges. On peut programmer une charge à distance. Et puis, on a aussi la limite de charge. Alors, c'est marrant, certaines voitures, comme la MG, on peut régler à combien de pourcents on veut régler la recharge de voiture. Ici, c'est soit 100%, soit 80%. On n'a pas le choix, c'est l'un des deux. L'un dans l'autre, vous voyez, ce menu, il est simple, il est clair, parce que finalement, là, on a déjà quasiment fait le tour. Et je trouve que du coup, on a des informations qui sont claires, qui sont faciles d'accès. Et ça, c'est vraiment quelque chose que finalement m'intéresse pas mal, parce que je trouve que dans beaucoup de voitures, on va dans tous les sens. Et au final, quand on regarde de près, on s'intéresse qu'à une chose. Une fois qu'on a notre petit univers de fait, surtout qu'en plus, encore une fois, aujourd'hui avec CarPlay, finalement, on est surtout sur CarPlay. Donc, avoir tout un mélange comme ça d'options et d'effets, c'est bien, mais une fois qu'on y a touché une fois, en fait, on n'y va plus. Je reviens au e-toggle. On a vu un petit peu le tout. Et une chose que je voulais montrer qui est intéressante, c'est que par exemple, donc là, dans les toggles, j'ai la date et heure et j'ai le OK Peugeot. Non, tais-toi le OK Peugeot. Ces deux options, finalement, j'ai pas envie de l'avoir parce que celui-ci, je vais pas le dire parce que sinon il va se mettre en marche, mais celui-ci, au final, je peux l'obtenir en parlant. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un toggle? La date et heure, ma foi, c'est la date et heure. Je la retrouve sur la voiture de toute façon. Pourquoi est-ce que ça m'intéresserait de l'avoir en toggle? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que regardez, je vais sur, par exemple, mes sièges chauffants, ici. Je suis sur le menu, je suis allé sur le menu général. J'ai les sièges chauffants. Si je vais ici sur mes toggles, par exemple, je vais remplacer la date et heure. Je reste appuyé, vous voyez, il s'est mis et je peux choisir une autre option. Hop, et regardez, il m'a changé le iToggle et il m'a mis les sièges. Ce qui veut dire que dorénavant, maintenant, si j'appuie sur les sièges, je tomberai directement sur les sièges chauffants. Et là où je trouve que c'est encore plus malin, c'est que je vais vous le montrer avec le suivant que je veux retirer. Imaginons justement, là on est l'hiver, donc je me dis, avoir sur mon iToggle les sièges chauffants et le volant chauffant, c'est plutôt intéressant. Mais si je vais chercher le volant chauffant, vous voyez que le volant chauffant, il n'est pas dans le menu principal, il va être dans la climatisation et il va être siège et volant, il va être ici. Et c'est là où c'est intéressant, c'est si je reprends mon principe de vouloir changer ce toggle, en fait, il m'indique directement sur l'écran ce que je peux changer dans le menu où je suis. Donc là, par exemple, je lui dis, moi, je veux le volant chauffant. Et regardez, j'ai le volant chauffant qui s'est mis. On va même encore aller. On va encore un peu plus loin, là, le siège. J'ai mis les sièges chauffants ici. Mais finalement, j'ai peut-être envie d'avoir que le siège chauffant gauche. Et à ce moment-là, il y a 3 niveaux de chauffe. Et ce qui est en plus intéressant, c'est que non seulement il y a 3 niveaux, mais regardez sur le toggle, vous voyez, on a les 3 petits traits. Et sur le toggle, en fait, je peux déjà choisir 1, 2 ou 3 très simplement avec le bouton. Et là, je trouve ça génial du coup que ce iToggle, ce petit écran, il a vraiment beaucoup de possibilités. C'est pas simplement un bouton, c'est vraiment un écran qui est personnalisable. Et honnêtement, du coup, quand on est en position de conduite et de pouvoir se balader là-dedans et mettre ce qu'on a envie en appuyant sur les boutons, je trouve que c'est un vrai bonheur et que ça fonctionne nickel. Ce que je vous propose, c'est qu'on reparte, qu'on reprenne un petit peu la route et puis qu'on ramène ces voitures chez Peugeot. Ok, alors c'est parti, on repart, direction Charleville. Donc,
Le petit sélecteur de vitesse hein, que j'aime beaucoup. Hop, c'est parti. Je me mets en D et on est parti en avant. Hop. Alors, il y a une chose que je trouve vraiment géniale, je vais vous montrer tout de suite. Regardez. Regardez le rayon de braquage de la voiture. Franchement, je trouve qu'elle braque vraiment très très bien et elle permet dans des petits espaces, regardez, je fais un demi-tour quasi complet. Hop. Et franchement, l'amplitude, eh ben, elle est très très bonne. Ça ne m'a pas demandé énormément de place pour pouvoir faire un circulaire avec la voiture. Ça, je trouve que c'est un de ses grands atouts. Elle a un bon angle de braquage par rapport à son gabarit, qui au final est quand même assez grand. Hein. J'adore les sons. Vous entendez? Et d'ailleurs, l'ambiance sonore, je trouve qu'elle est vraiment bien dans la voiture. C'est des sons qui ne sont pas oppressants, même quand on dépasse un peu la vitesse ou des choses comme ça. Et ben, on a des petites alarmes, mais ces alarmes, et ben, elles se font vraiment de manière très simple, très douce. Et c'est plutôt même, je dirais, agréable de les entendre. En tout cas, elles ne déstabilisent pas. Je ne vous ai pas montré aussi, dites, regardez, il y a une petite molette ici. Alors, cette petite molette sur le siège, elle peut permettre de régler les lombaires. Donc, je peux régler le maintien de mon dos. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que j'avoue que dans les faits, ces sièges sont très jolis, mais ils ne sont pas si confortables. En tout cas, ils ne sont pas autant confortables qu'on pourrait s'y attendre par rapport à l'esthétique globale de ceux-ci. Mais honnêtement, ils font le travail et c'est quand même confortable. Hein. On est bien installé dans cette voiture. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est cette instrumentation. Hein. C'est le grand écran de 21 pouces en longueur avec ce high toggle et le fait que tout soit à portée de main très facilement pour pouvoir y accéder. Je trouve ça vraiment génial. Hein. D'ailleurs, c'est même rare, je dirais, parce que sur toutes les interfaces, et ça c'est un gros point positif que je mettrais sur cette voiture, c'est que souvent dans les ergonomies, etc., hein, même dans la Kia EV9 ou d'autres véhicules, il y avait toujours un petit truc qui était plus ou moins accessible, où on devait se décoller un petit peu du siège pour pouvoir y avoir accès ou quelque chose comme ça. Et ici, dans cette voiture, eh ben, je trouve que l'ergonomie conducteur, elle est juste parfaite. J'ai ici mon petit boomerang, comme moi je l'appelle, hein, avec mes petites commandes de clim ici qui sont accessibles. Ici mon volume, mes drive modes qui sont agréables ici. J'ai mon e-toggle que je peux bouger très facilement pour y accéder. Et j'ai même mon écran tactile ici, où pareil au final, hein, les boutons hop, sont facilement accessibles. Je peux me permettre de toucher et de bouger ce que je veux. C'est vraiment génial. Et donc ça, l'ergonomie côté conducteur et visibilité, etc., bah, franchement, c'est vraiment top. Là, je me suis en mode sport, toujours. Ouais. Et j'appuie un peu, et là, franchement, on sent bien les 210 chevaux. Je dirais que, comparé à ma MG4, hein, qui fait 204 chevaux, et bah, franchement, ici, quand on appuie, Lolo, tu confirmes, l'accélération est bien plus franche que sur la MG4. Et pourtant, on est sur un gros bébé. Hein. Donc, j'avais vu plusieurs essais où les gens, les youtubeurs disaient que la voiture était très lourde, qu'elle était pataude, etc. Et ben, franchement, si on est en éco ou en mode normal, oui, on va avoir cette impression de lourdeur. Mais encore une fois, c'est fait pour. Il faut se rappeler, c'est comme avec la Corsa, hein, la voiture. Si on met des modes éco ou normal, le but c'est quand même une voiture électrique, le but c'est d'économiser l'énergie. Hein. Donc on a tendance à avoir une voiture qui soit un peu plus pataude. Par contre, si on met le mode sport, et ben là on a quelque chose qui réagit. Et donc franchement, non, cette voiture, elle fonctionne bien. J'avais lu ces trucs, j'étais un petit peu sceptique. Je m'étais dit, bah tiens, c'est marrant quand même, la voiture, si elle est lourde, si elle est machin, c'est bizarre pour une électrique. En plus, 210 chevaux, c'est quand même déjà pas mal. Et bien en effet, c'est bien ça. C'est les modes de conduite selon le mode de conduite dans lequel la voiture n'a pas le même comportement. Et ça, c'est agréable. Ce qui veut dire que celui qui a vraiment envie d'avoir une conduite sportive, ma foi, il se met en sport et puis c'est parti. Il s'amuse, il roule, etc. Et puis celui qui a vraiment envie de rouler pépère, il se met en mode éco et puis la voiture sera un petit peu pataude, elle sera bridée. Et puis voilà. Chacun son plaisir.
Ça, c'est une petite chose, chacun son plaisir. Et cette voiture, c'est ce qu'elle offre avec ses modes de conduite. Alors, bien sûr, là aussi, il y a les petites palettes au volant. Ça, j'aime beaucoup ces petites palettes au volant, hein, chez les autres. Le seul dommage, hein, encore une fois, comme je l'ai dit dans la présentation, le fait qu'on puisse pas l'arrêter complètement, ça, c'est un petit peu dommage. Mais au final, il faut reconnaître que les trois modes sont quand même assez bien étagés. Ce qui fait que si on change vers le 1, 2 ou 3 en mode de régénération, eh ben, on a vraiment des vraies différences d'utilisation. Donc ça, c'est plutôt aussi positif. Je trouve, je le mettrais dans les atouts sur la voiture. Et ce petit volant, eh ben, ça lui donne une maniabilité qui est plutôt agréable, plutôt confortable. Franchement, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On est un peu dérouté hein, au début avec ce tout petit volant. Mais et d'ailleurs, j'avais envie de dire sur ma première partie de trajet où j'étais en mode normal tout le temps, je me suis dit, ouais, c'est une voiture vraiment pépère, c'est une voiture dans laquelle on est posé. Et là, quand j'ai mis un petit peu le sport, bah, finalement non, c'est une voiture aussi, une voiture où on peut s'amuser aussi. J'adore aussi tous les rangements. Les rangements, le fait que, vous voyez, on a aussi une possibilité ici, même si c'est un coin qui est un peu moins à ma disposition, peut-être plus aux passagers, mais j'y ai accès facilement. Pareil pour tous les endroits. Ici peut-être, je me devrais me pencher un petit peu, mais à la limite, on s'en fout. Une fois que le téléphone il est posé pour la recharge, j'ai plus besoin d'y toucher. Donc franchement, cette esthétique et puis les toucher. Et regardez, est-ce que vous voyez le bandeau lumineux un petit peu là, tout autour? Ici, vous pouvez avoir l'impression que ce soit vert, mais en fait, c'est la LED qui réfléchit sur tous ces petits losanges. Là, vous l'avez peut-être vu avec le petit passage dans l'ombre. Ça, c'est super beau. Hein. J'ai pas du coup la voiture, je vais pas l'avoir durant la nuit, mais franchement, j'aurais bien aimé pouvoir voir ce que ça donne. C'est en tout cas très beau, parce que même là, en plein jour, on a un petit esthétique qui est vraiment agréable avec ça, et on a même l'impression d'avoir finalement une voiture qui n'est pas de la même couleur et qu'on peut changer de couleur à volonté, pas juste par un petit bandeau LED, hein, mais par toute une ambiance et toute une surface qui est d'ailleurs fait une petite peau de serpent finalement, parce que eh ben, selon les angles dans lesquels on regarde, on va avoir vert un petit peu plus là, du blanc là, alors que finalement ben, tout reste juste le bandeau LED qui réfléchit sur cette matière et qui va changer selon les lumières, etc. Et voilà, on est de retour à la concession S Automobile, la concession Peugeot de Charleville-Mézières. Alors on va faire un petit point sur la recharge et puis après on fera la conclusion. Alors pour la recharge, déjà on a une très grande trappe. Et donc ici, eh ben, on a un AC avec une recharge de 11 kW. Alors il y a une option, il y a marqué qu'il y a une option à 22 kW. D'ailleurs ils fournissent le câble 22 kW avec la voiture. Mais on est limité à 11 kW sur la voiture. Donc on peut imaginer, on ne sait pas encore, et même Peugeot n'a pas vraiment les infos, en tout cas les concessionnaires, mais il y a des chances que les 22 kW, ça soit une option qui soit plus tard, peut-être pour les 4 roues motrices ou quelque chose comme ça. Toujours est-il que du coup, c'est 11 kW pour le AC. Et concernant la charge DC, eh ben, là, on va pouvoir monter à 160 kW. Alors, 160 kW, bah, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. On rappelle, la voiture a une batterie de 63 kWh. Et résultat, bah 160, et bah finalement c'est mitigé, hein, parce que je trouve que c'est un peu peu. Alors on va comparer encore une dernière fois à la Scénic E-Tech, mais elle peut monter beaucoup plus. Celle-ci, elle est limitée avec le 400 volts. Résultat, et ben, 160, bah, c'est bien, mais c'est peut-être pas assez. Résultat, et ben, on va quand même avoir un 20-80 en à peu près une quarantaine de minutes, ce qui est ben, dans la moyenne haute finalement. Pour une majorité de gens, honnêtement, 160 kW, ça va quand même suffire. Parce qu'on ne recharge pas tous les jours, mais les gros rouleurs vont peut-être faire l'impasse sur cette voiture à cause de cette petite chose. À dire quand même, elle a levé 2 ailes. Bon, petite option sympa, maintenant elles l'ont toutes de toute façon. Alors franchement, bah, c'est un véhicule qui, je trouve, est plutôt intéressant. Hein. Il a plein de choses intéressantes. Déjà, il a un esthétique qui change un peu, hein, même si ça commence à devenir un petit peu la norme. On a quand même un esthétique qui est ultra moderne. On a, alors l'intérieur est superbe, les écrans, tout ça, la position de conduite, le petit volant, l'accès aux touches, etc. Il n'y a rien qui ne tombe pas sous la main, ça c'est génial. Allez, je mettrai peut-être un petit bémol sur les lèvres-vitres, mais c'est pas si gênant que ça, mais sur les lèvres-vitres sur le côté qui est un petit peu penché, qui est un peu moins accessible. Je mettrai aussi un petit bémol sur les sièges.
Les sièges, alors ils sont très jolis comme ça. Je suis un petit peu plus mitigé sur le confort. Autrement, si on parle tarif sur cette voiture, alors celle-ci, elle est à 50 290 €, quelque chose comme ça. Bon, elle a quelques options, hein. Pompe à chaleur, toit ouvrant, un pack d'assistance. Donc, elle est un peu optionnée. Sans option, on va être autour des 47 000 €. Pourquoi on a ce prix-là? Tout simplement parce qu'il nous permet, 47 000 € la barre fatidique pour avoir les aides. Donc résultat, ça nous permet d'avoir 4 ou 7 000 € en plus sur la voiture. Et puis bon, après, si on rajoute les options, ma foi, ça fonctionne. La allure. Alors, la allure, bon, elle aura des petits trucs en moins, mais elle sera un prix de départ à 40 000 €. Ce qui veut dire que là, pour le coup, on sera plus autour des 36 000. Ça peut être intéressant. Bon, il va lui manquer quand même des trucs qui viennent de base, hein, les sièges chauffants, tout ce qui est un petit peu plus aide à la conduite automatique, tout ça. Donc, les caméras 360, c'est quand même sympa. Une fois qu'on y a goûté, c'est quand même chouette. Toujours est-il que cette voiture, finalement, elle est dans son segment, elle est dans son milieu. Je dirais que d'un point de vue finition et qualité, j'ai tendance à la mettre quand même un petit peu au-dessus de la Scénic. Si on peut une dernière fois comparer les deux. Après, entre les deux choix, je pense que ça se fera vraiment au niveau de l'interface et au niveau, si on veut plus ou moins de place arrière. Si on veut plus de place arrière, on prendra la Scénic. Si on veut plus de coffre, on prendra la i3008. En fait, c'est vraiment les grosses choses qui changent. Même si ma petite préférence irait peut-être quand même vers celui-ci. Pour moi perso. Bon, voilà, on va se quitter là. Et puis, retrouvez-moi une prochaine vidéo dans quelques semaines avec cette même voiture où on partira sur un petit trajet. On parlera un petit peu plus de la conso et des impressions au volant. Voilà, bonne semaine à tous.